RCF. C'est une vie entière consacrée à une passion, le cirque, la piste. Alexis Grus, bonjour. Vous êtes le patriarche aujourd'hui de cette célèbre famille Grus qui, depuis plusieurs générations, émerveille le public, notamment par vos spectacles équestres. Une passion que vous avez transmise à vos enfants et petits-enfants qui ont pris le relais de ce que l'on appelle aujourd'hui les Folies Grus. Alors, je suis heureux de vous accueillir à l'occasion de la parution de votre dictionnaire de ma vie aux éditions Quérault. Nous allons revenir sur votre parcours, mais aussi sur le monde du cirque, en pleine mutation ces dernières années. En ouvrant ce dictionnaire de votre vie, à la lettre A, il y a le mot amour. Et l'on découvre que c'est une histoire d'amour qui est à l'origine de votre dynastie de la piste. Une histoire d'amour entre votre arrière-grand-père, André Charles Grus, et une belle écuyère italienne, Maria Martinetti. Pouvez nous raconter rapidement cela? Maria Martinetti, rien que le nom, déjà, c'est tout un programme. Mais il faut resituer l'époque, tout simplement. Imaginez l'Alsace, et puis ces saltimbanques qui traversaient les Alpes. Donc l'Alsace, c'est votre grand-père, votre arrière-grand-père. Oui, Sainte-Marie-aux-Mines, exactement. Et il y a même, alors mon arrière-grand-père était architecte, mon arrière-grand-père était tailleur de pierre, et il y a une petite église à Sainte-Marie-aux-Mines qui s'appelle l'église Saint-Alexis, donc certainement je dois le prénom. Donc là, une famille, on va dire, de la petite bourgeoisie alsacienne qui voit arriver des saltimbanques, et là, cette belle écuyère. Les saltimbanques frappent à la porte. Et voilà, nous sommes là, on a besoin d'un endroit pour mettre nos chevaux à l'écurie, pour pas qu'ils passent l'hiver dehors. Nos petites verdines, ça s'appelle comme ça, les petites caravanes qui étaient tirées par les chevaux à l'abri du froid, et puis un petit coin de feu, si c'est possible, tout ça. Et bien sûr, le tailleur de pierre accepte d'accueillir cette famille italienne, et pendant les longues soirées d'hiver au coin du feu, le tailleur de pierre est tombé amoureux. De la belle écuyère. Et la dynastie Grus a commencé par cette histoire d'amour. Au printemps, le cirque est reparti et le tailleur de pierre a fermé boutique pour suivre la belle écuyère, forcément. Il est parti sur les routes. Et c'est de là qu'est né mon grand-père. Et ça continue. Vous en êtes à la combientième de génération? Moi, je suis la 4e génération. Oui. Mes enfants, la 5e. Mes petits-enfants, la 6e. Et mes arrière-petits-enfants, la 7e. Et toujours ensemble, parce que là, vous arrivez de où vous êtes installé pour l'hiver, avec l'incroyable Folie Grus, comme vous appelez aujourd'hui, et vous êtes tous ensemble à la famille. Oui, il y a une rue que j'ai baptisée la Grusstrasse. Ça, c'est en mémoire de l'arrière-grand-père. Une rue de votre installation, de cirque. En face de ma caravane, celle de mes arrière-petits-enfants, qui ont pris la place de mes parents. Et vous êtes né vous-même dans une caravane? Oui, pendant l'occupation. J'avais marqué cirque dessus. Et vous vivez toujours dans une caravane? Toujours. Vous avez vécu toute votre vie dans une caravane, en fait? Il n'y a pas plus beau, parce que je pense que j'ai pas perdu une seconde de mon temps dans les transports en commun. J'ai toujours vécu sur mon lieu de travail, et là, aujourd'hui, je viens de la porte de Passy, ma caravane, les écuries avec plus de 50 chevaux, la piste de répétition, là, derrière, et puis à droite, la piste du spectacle, sous un chapiteau de 3000 places, où on a célébré la messe de minuit, forcément le 24 décembre, et puis le bureau un petit peu plus loin. Et ça, c'est votre installation d'hiver, on va dire, parce que vous bougez aussi. Vous êtes à la fois sédentaire et nomade. Depuis 1974, on y reviendra, on s'est sédentarisé parce que j'ai toujours pensé que pierre qui roule n'amasse pas mousse et qu'il fallait se sédentariser pour transmettre. Parce qu'à un moment donné, si on veut continuer, mon père était un inconditionnel du déplacement parce que c'est sa génération. Mais moi, j'ai pensé que les choses évoluaient, que de monter un cirque et démonter un cirque tous les jours, comme l'a fait mon père
et moi par la suite, je pense que c'était plus nécessaire. Une fois qu'on sait le faire, il faut passer à autre chose. Alors, on en reparlera bien sûr, Alexis Grus, de cette vision du cirque qui a évolué, et même du mot cirque, hein, vous n'aimez pas beaucoup. Ne dites pas que j'aime pas, parce qu'on est sur la première lettre du dictionnaire. Oui. Et c'est le mot amour. C'est l'amour. Alors on va rester sur l'amour, on viendra sur le mot, sur la lettre C, sur le mot cirque après. Mais moi je voudrais rester sur vous, votre histoire. Vous êtes né le 23 avril 1944 dans une caravane, hein, dans celle de vos grands-parents. Alors je vais pas vous demander les souvenirs de votre naissance, vous vous en souvenez certainement pas, mais j'aimerais vraiment que vous me parliez de votre premier souvenir. Si vous remontez vraiment loin dans vos souvenirs, vous qui avez toujours vécu dans ce monde du cirque, qu'est-ce que c'est que votre premier souvenir, le plus ancien? Mon premier souvenir, ça, incontestablement, je dormais, je devais avoir à peu près 3 ans. Je dormais dans la caravane de mes parents, alors dans une toute petite caravane. D'abord, le lit de mes parents, c'était un lit qui était collé au mur et qu'on baissait pour se coucher. Et au-dessus de ce lit, il y avait mon hamac qui était attaché au plafond. Donc vous dormiez là, dans ce hamac, au-dessus de vos parents. Voilà. Et à côté de la fenêtre. Et mon souvenir, c'est à chaque fois qu'on arrivait sur une place, on était réveillé par le bruit extérieur des piquets qui étaient enfoncés à la masse, et puis un brouhaha absolument extraordinaire. Le montage du chapiteau. Et la première chose que je faisais, dès que je m'éveillais, je tirais le rideau de la fenêtre pour savoir sur quelle place on s'était arrêté. Un jour, on arrive à La Ciotat, je me rappelle parce qu'on m'a dit dans quelle ville c'était beaucoup plus tard, j'ai découvert la mer pour la première fois de ma vie, de mon lit. Et imaginez un enfant qui tire le rideau de la fenêtre. On arrive, je ne sais pas de où, nous arrivions, certainement une place en pleine ville, comme c'était souvent le cas à l'époque, souvent à côté des églises, souvent, voilà. Et le lendemain, vous tirez la fenêtre, le rideau de la fenêtre, et vous découvrez la mer pour la première fois de votre vie. Et là, ça a été un choc, ça a été une émotion. Oui, c'était un choc qui vous grave les 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Parce que vous êtes vite descendu de votre hamac pour aller voir la mer. Je me suis jeté sur le lit de mes parents, et puis j'ai ouvert la porte qui était à l'arrière de la caravane. Et puis alors il était tard le matin, il faisait très, très beau, très chaud, le bruit de la mer, la température du sable, le goût du sel. De l'eau salée. Alors ça m'a... Voilà, pour moi, c'est mon premier souvenir vraiment... Et alors, ce premier souvenir marquant, avec cette vision de la mer, ça vous a pas donné envie de devenir marin? Parce que, allez, je vous pose cette question volontairement, parce que je me dis, mais vous pouviez faire autre chose, Alexis Grus, que d'être dans le monde du cirque à votre époque? Ben moi, je rêvais, quand on était môme, surtout l'âge que j'ai aujourd'hui, moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est l'aviation. Parce que j'ai ressenti, en faisant mon métier d'acrobate à cheval, par exemple, où on est toujours attaché en répétition avec des longes de sécurité et tout ça, parce que bien sûr que on fait un métier compliqué. Et la première fois que j'ai pris l'avion de ma vie, quand les roues ont décollé de la piste, j'ai eu une impression de liberté et de risque en même temps. Vous voyez, la vie. C'est exactement ça, la vie. C'est le moment où vous roulez, alors il y a les... Ça secoue un peu, là, il y a un bruit de moteur qui est infernal, et à un moment donné, il n'y a plus rien. Et là, vous êtes presque en apesanteur, presque... La liberté, là. Ouais. Et moi, j'ai retrouvé ça dans le spectacle. Mais je vous pose cette question, Alexis Grus, parce que je me suis demandé, quand on fait partie d'une dynastie du monde du cirque comme vous l'êtes, comme le sont vos enfants, vos petits-enfants, est-ce qu'on peut en sortir? Est-ce qu'on peut faire autre chose? Ou est-ce que finalement, allez, c'est tellement fort dans l'atavisme familial qu'on peut pas faire autre chose? Pour moi, alors je vais vous faire une réponse un peu, parce que j'ai cette spécialité que les questions correspondent aux réponses. Mon père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Alexis Grus je te qui donne me mon âme. qui Je me cite t'offre mon âme. Charles de Parce Foucault. que je t'aime. Parce que je t'aime. Ça, c'est l'origine du mot amour. Et quand on aime, et je te fais confiance sans mesure, car tu es mon père. L'amour, c'est ça. Attendez, là je dois L'amour entendre, de ce que vous excusez-moi Alexis Grus, là je dois entendre cette prière très belle de Charles de Foucault, Pour qui moi, est c'est la plus belle. la prière d'abandon. Le mot père, c'est Dieu. Charles de Foucault s'adresse à Dieu. Ben, bien sûr. Vous, là, vous la citez, vous vous adressez à Dieu, mais vous vous adressez aussi à votre père terrestre, André. Je m'abandonne à lui, je lui fais confiance et je le suis. C'est les deux, c'est intimement lié chez vous, ça? Ah ben, obligatoirement. Vous savez qu'on fait la messe de minuit et on fait le 15 août. Oui. Ben, je m'adresse forcément aux deux. Parce que André, votre père terrestre, on reparlera du Père du ciel qui compte beaucoup pour vous parce que vous êtes très croyant, très catholique, mais en même temps votre père terrestre, André, il a énormément compté pour vous. Il a été votre initiateur en tout dans le monde du cirque. Sauf et de la en piste. religion. Ça va vous étonner. Ah non? Sauf en religion. Parce que, je vous raconte cette anecdote parce qu'elle est amusante. Quand nous étions à Béziers cet été, j'ai été reçu dans une cave d'école de Sérignan, dans l'Hérault. Et puis, le directeur de la cave, Pierre, était un type charmant, tout ça, qui m'a fait déguster des trucs, des assemblages, tout. Et il me dit à un moment donné, Monsieur Grus, quel est votre assemblage de cépages préférés? Ah, je dis, moi, j'ai un assemblage qui est extraordinaire. Ah bon, et c'est quoi? Papa et maman. Parce que ça, là, on touche la fertilité et la fécondation. Ça donne la vie. Ça donne la vie. Et tout sort de la terre. Je ne vais pas vous expliquer ça, vous le savez. Il n'y a pas une seule chose, même votre téléphone portable. Ça sort de la terre. Et tout y retourne. Et on reviendra au mot cirque et à la piste et tout ça, mais je suis un inconditionnel de l'aplomb. De l'aplomb. L'aplomb. Parce que j'ai compris que l'aplomb, c'était la distance la plus courte qu'il y avait entre la terre et le ciel. C'est le contraire du fil à plomb qui part du ciel vers la terre. L'aplomb, c'est extraordinaire. C'est comme le La 440 dans la musique. On essaie de s'y approcher, on ne l'atteint jamais. L'harmonie parfaite n'existe pas. Et alors, transposé à ce que vous avez vécu, par exemple, comme écuyer, qu'est-ce que c'est l'aplomb? Comment vous pourrez nous aider à comprendre ça? Parce que moi, c'est pas évident ce que vous me dites là sur l'aplomb. Vous pouvez m'expliquer? Alors, on coupe un peu les... on va prendre des raccourcis, parce qu'une heure suffira pas. Ouais. La piste mesure 13 mètres de diamètre. Alors souvent, on me pose la question, pourquoi? Ben, je ne sais pas. Et je réponds, pourquoi l'orchestre du Théâtre Antique d'Orange, qui a plus de 2000 ans, mesure 13 mètres de diamètre? Je ne sais pas. Pourquoi la rosace de Notre-Dame mesure 13 mètres de diamètre? Je ne sais toujours pas. Pourquoi ils étaient 13 à table? Je ne sais toujours pas. Pourquoi la Terre fait 13 000 kilomètres de diamètre? Je ne sais pas. Je vais vous citer Pascal. Dieu est une sphère sans limite, dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Je trouve cette citation de Pascal un exemple de réflexion. Comme l'aplomb, comme le La 440, on va tourner autour, mais on n'y atteindra jamais. Alexis Grus, on poursuit avec vous sur RCF cette émission qui nous permet de mieux vous connaître, vous, l'homme de la piste. J'aimerais qu'on parle un peu de transmission, parce que ce mot, il est fondamental dans votre vie, dans votre histoire personnelle, dans celle de votre famille. Vous avez été formé au métier du cirque par votre père, André, et par votre oncle, Alexis. Vous aviez quel âge quand ils ont commencé à vous initier au monde de la piste? Quand je suis né. Tout de suite. Alors, c'est drôle, parce que on a baptisé un de mes amis, qui s'appelle Karim, donc qui n'avait pas la même religion que nous. Et pour être le parrain de Karim, on m'a demandé mon acte de baptême.
Et je savais même pas. Je savais pas où, ni quand, ni quoi. Je peux imaginer que j'ai été baptisé, mais et alors, donc là, j'ai appelé mon mentor, le père du Loisy, qui est un prêtre et un curé extraordinaire. Et je lui ai demandé, et en moins de temps qu'il faut pour le dire, il a trouvé. Ben, j'ai été baptisé le lendemain de ma naissance, dans le Doubs, un petit village à côté de Montbéliard, Audincourt. Et j'ai l'heure et le jour et l'endroit de mon baptême. Et je sais que le lendemain, mon père est venu avec un camion gazogène parce qu'on est pendant l'occupation. Les Allemands sont encore dans le Doubs. Et il a accroché la caravane de mes grands-parents. Et il m'a transporté jusqu'au cirque qui était installé à quelques vingtaines de kilomètres Donc de là. votre transmission, elle commence là ? Elle commence là. Vous êtes initié au cirque, là, en même temps que votre baptême ? Mon premier voyage dans le camion sur les genoux de ma mère, c'était un camion gazogène avec une température, et je suis arrivé sur la place du cirque, j'ai été rouge comme la bonnette de votre micro. Mais alors, allez, sinon, à quel moment votre oncle ou votre père ont commencé à, je ne sais pas, vous initier au métier de clown ou à celui d'écuyer, parce que vous avez fait tellement de choses sur la piste. Mais tout ça se fait progressivement. Chez nous, on ne peut pas griller les étapes. Et ça, c'est quand même une règle. C'est un parcours du combattant. Du début, c'est le chemin de croix. Du début à la fin. Donc, il y a vous savez qu'on n'apprend rien dans la facilité. On n'apprend que dans la difficulté. C'est la difficulté qui vous enseigne tout. Et l'effort. C'est l'effort. Parce que l'effort, en réalité, il faut donner pour recevoir. Si vous ne donnez pas, vous ne pouvez pas recevoir pareil. Moi, je suis pour le bien-être ensemble. Le bien-être animal, oui, bien sûr, mais ensemble. Je ne mets pas l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Parce que ensemble, c'est ensemble qu'on y arrive. C'est pas chacun de son côté. Chacun de son côté. Mais vous avez commencé, excusez-moi, moi je suis pragmatique, j'aime bien vous, parce que vous faites des détours très, très philosophiques et très spirituels. Mais moi, j'ai aussi envie d'apprendre des choses concrètes. Quand on est tout gamin dans une famille du monde du cirque, je sais pas, vers 3-4 ans, on vous met déjà sur un cheval, on vous met sur la... Avant? Ah oui, moi j'ai comme... Ça, c'est encore un de mes souvenirs qui m'ont été racontés plus que le souvenir vécu. Si, il y a des choses que je me souviens, c'est la main de mon père me prenant ma main, hurlant sur ses genoux, parce qu'il était sur un cheval de 800 kilos, presque une tonne, un cheval d'acrobatie. À la fin de la répétition, le cheval est en écume, on est en plein hiver à Reims, dans une caserne désaffectée, et mon père me prendre la main et me passer la main sous l'encolure, sous la crinière du cheval qui était en écume, et je me souviens de l'odeur, de la température, et de ce toucher absolument incroyable, et je me suis tu. J'ai plus pleuré. Là, j'ai eu un moment d'éducation formidable, de transmission extraordinaire. Et ça, c'est ce que vous avez fait avec vos propres enfants, et vos enfants sont Exactement en train de faire ça avec leurs enfants. Ouais, petit à petit. Et vous vivez la piste, en fait. L'éducation, c'est la première chose qui a été inventée par l'homme contre la nature. Contre la nature. Absolument. La nature, c'est oui. L'éducation, c'est non. Moi, je suis pour l'éducation. Et je suis, bien sûr, vous savez, ma génération, c'est mai 68, où on a dit qu'il faut que tout le monde ait accès à l'enseignement. Et en même temps, ils ont annoncé qu'il est interdit d'interdire. Je trouvais qu'ils avaient fait une bêtise. Parce que éduquer au détriment de l'enseignement, c'est pas une bonne chose. De reste, vous connaissez l'origine du mot éduquer. Ex-ducere. Conduire à l'extérieur pour faire grandir. Et là, je m'adresse au père Dominique Auduc, qui est à Mont-sur-les-Mines aujourd'hui. Et je lui dis, mais c'est quoi éduquer? Il me dit, c'est ex-ducere. Et il me dit, c'est conduire à l'extérieur pour faire grandir. Mais je lui dis, quel est le contraire du mot? Parce que si vous voulez savoir la valeur d'un mot, renseignez-vous sur le contraire du mot. Vous aurez une notion juste. Et il me dit, c'est séduire. S'accaparer l'autre pour soi. Et vous pouvez imaginer comment vous pouvez éduquer qui que ce soit sans une part de séduction. On revient à l'aplomb, à l'équilibre entre l'un et l'autre. Car rien ne peut se faire sans l'équilibre. Visage, l'expression de l'être. Alexis Grüss,
Quelle a été la première discipline, je le mets entre guillemets, ce mot, la première discipline qui vous a attiré? Parce que vous en avez pratiqué beaucoup dans votre carrière. Vous avez été clown, vous avez été écuyer voltigeur, vous avez été trapéziste, vous avez été dresseur d'éléphants, enfin bref, beaucoup de choses, j'en ignore certainement. Qu'est-ce qui vous a attiré le plus quand vous étiez adolescent, vers 13-15 ans? C'est le cheval. Ça a toujours été le cheval. Toujours. Et l'éléphant est venu après. Grande tradition chez les Grus, dans la famille Grus. Oui, depuis l'arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère écuyer. L'arrière-grand-mère, parce que toutes les disciplines du spectacle, ça vient des italiennes. Les femmes, ça passe par les femmes. Farina, Riccono, Martinetti, et là, ma femme, elle s'appelle Bolioni. En français, c'est Bouglione. Bouglione, oui, c'est ça. Donc, vous voyez, écuyère aussi. Ouais. Donc, les chevaux qui tiennent une telle place importante chez les Grus, ça vient des femmes. Ah oui, toujours. Mais vous, c'est ce qui vous a attiré le plus? Oui. Oui, parce que c'est la vérité. Le cheval, c'est l'authenticité. C'est-à-dire? Je vais marquer sur mes vœux que j'ai adressés à notre président de la République pour 2022. J'ai dit, Monsieur le Président, avec toutes les formules de politesse, de respect qu'on doit à un président de la République, et j'avais terminé avec un petit PS en disant, Monsieur le Président, la vérité à ses ennemis, l'erreur à ses partisans. Et cette petite citation que j'ai dans la tête, elle est née comment? Pas en planchant pendant des heures et des heures et des jours sur un mot ou sur une chose. Elle vient de la vie. Parce que je me suis rendu compte qu'avec mes amis, quand je leur disais la vérité, ils s'écartaient de moi. Il n'était plus, il ne suivait plus. Et j'ai trouvé que le cheval vous apprend tout ça. Parce que le cheval, c'est la vérité. D'abord, les rapports de force sont totalement différents. On a 5 sens parfaitement équilibrés, l'humain. Le cheval n'en a 4, parce qu'il n'a pas le toucher. Il a la sensibilité, il n'a pas le toucher. Il faut bien mettre les mots bien à leur place pour comprendre les choses. Comme pour éduquer, il faut séduire. Une part de séduction, et vous arrivez à une certaine limite où vous commencez à pouvoir retransmettre les choses. S'il n'y a pas cet équilibre-là entre les deux, les choses ne fonctionnent pas. Aidez-moi à comprendre, Alexis Grus, justement le rapport que vous avez développé avec les chevaux. Ça m'intéresse beaucoup. Ça fait combien? Plus de 70 ans que vous êtes en rapport avec, avec les chevaux, même plus maintenant que vous êtes avec des chevaux. Quel est-il ce rapport que vous essayez de développer avec lui? Surtout quand vous dites, je ne parle jamais de dressage, je parle d'éducation. Oui. Vous n'aimez pas le mot de dressage, vous ne dressez pas les animaux, vous ne dressez pas les chevaux. C'est un rapport avec la connaissance, c'est un rapport avec l'éducation, justement. Car quand vous savez, vous n'employez pas les mêmes... c'est quand vous ignorez que vous avez la différence entre le dressage et l'éducation. C'est la différence qu'entre, je dirais, cette réflexion qui vous permet de retransmettre, et celui qui ne sait pas, il va employer la dictature parce qu'il va l'obliger. C'est la différence qui entre le tuteur dans le pot de terre avec la fleur attachée dessus, ou celui qui enlève le tuteur et qui taille les branches avec le sécateur. Il ne peut pas y avoir d'éducation sans l'un et l'autre. Un est obligé, l'autre, c'est une science. Moi, c'est un de mes petits jardiniers du Sud qui m'a expliqué ça, le père Bérard, qui me dit, mon petit, ne mets pas de bout de bois pour tenir cette plante, parce tu vas la forcer à pousser droit et elle va mal pousser. Je enlève le bout de bois et je vais te montrer où il faut tailler les branches. Et te trompe pas. Taille la bonne branche au bon endroit et surtout au bon moment. Et là, tu vas avoir une plante qui va grandir et qui va être magnifique. Alors, transposez ça au monde du cheval. Ça donne quoi? Quand vous êtes face à un cheval que vous venez d'acheter, il vous connaît pas, vous le connaissez pas, comment ça commence? D'abord, j'essaye de entrer en matière. Entrer en matière. Et il y en a pas un qui est entré dans mon écurie sans que je l'ai choisi. Ça, c'est un peu la différence. Je dis toujours que j'ai une classe avec plus de 60 élèves. Ce sont mes 60 chevaux. J'ai 60 méthodes d'enseignement différentes, mais j'ai 60 élèves premiers de leur classe. Donc ils sont tous différents et vous les approchez tous de manière unique et différente? Oui. Tous? Tous. Quand mes enfants. Ouais. Comme je l'ai fait avec mes enfants et comme je le fais avec mes petits-enfants. Et que j'ai retransmis à mes enfants cette méthode de savoir qui
Là, aujourd'hui, ce sont mes enfants qui dirigent cette entreprise de plus de 80 personnes, quand même, avec plus de 50 chevaux. On est en plein cœur de Paris, on est en plein 16e arrondissement. Il y a 60 mètres cubes de fumier par semaine. Il faut s'en occuper. Mais pour faire du fumier, il faut faire venir de la paille et du foin. Donc là, vous avez passé la main à la responsabilité. On y reviendra peut-être. Mais j'ai jamais choisi. Mais moi, qui allait s'occuper de quoi? Le rapport aux chevaux, c'est ça qui m'intéresse. D'abord, comment vous le choisissez, votre cheval? Vous partez, vous aimez bien les chevaux espagnols, hein? Je crois savoir. Vous les aimez bien, ceux-là? J'ai parlé des chevaux ibériques à la lettre I, parce qu'il fallait bien. Et puis c'était réservé au cirque, obligatoirement. Je pouvais pas. Donc vous étiez imposé. Alors c'est pas le cheval espagnol que vous aimez le plus. Vous aimez tous les chevaux. Alors les chevaux espagnols, il faut savoir que l'origine des chevaux espagnols sont tous des Barbes. Ce sont que des Berbères. Ah, donc ils arrivent plus au sud encore. Ils arrivent plus au sud. Ils arrivent du Maroc. Hein, oui. Et des barbes, comment vous dites? Berbères. Oui, les Barbes. Donc alors, c'est les chevaux du Maghreb, Algérie, Maroc et Tunisie. Alexis Grus, qu'est-ce que vous choisissez chez un cheval? Vous en avez 60. Comment vous les choisissez, vous? D'abord, il y a la taille, il y a la robe. Et puis, il y a la disposition. Comment vous choisissez un coureur pour faire du marathon et pour faire un 100 mètres? Vous ne prenez pas les mêmes bonhommes ou les mêmes dames. On a chacun une disposition pour faire telle ou telle course. Le tout, c'est de ne pas se tromper et d'avoir des gens, parce que ce sont toujours les autres qui décident. Moi, je suis un inconditionnel souvent, on me considère comme un autodidacte parce que qui vous a appris? Non, vous avez appris seul. Non, on n'apprend rien seul. On n'apprend que par les autres. C'est les autres qui vous retransmettent tout. Donc vous, c'était qui? Votre oncle, votre père? C'était qui? Oui, et puis pour la musique, pour le saxophone ténor, c'est Stan Getz. Pour le saxophone baryton, c'est Jerry Mulligan. Ah ouais, ça c'est votre amour de la musique. Ah mais restons sur les chevaux, par exemple. Mais c'était un peu la même chose. Pour tout, en fait, vous avez tout reçu des autres, quoi. Ben oui, absolument tout. Et ce serait prétentieux de dire que, d'abord Dieu le dit, hein, quand j'ai fait ces 3 conférences à l'université d'Avignon, la première sur l'éducation, la deuxième sur le contraire de l'éducation, la séduction, et la troisième sur la création. On a recherché avec le père Auduc l'étymologie du mot création, il n'existe pas ni en latin ni en grec. Ça vient de l'Inde. Et en Inde, créer, c'est rien. Parce que Dieu est un créateur, nous sommes des créatures. Rien ne vient de nous. Tout est à notre disposition. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Le viaduc de Garabit, le viaduc de Millau, le téléphone portable et le pont du Gard, ça sort de la terre. Et ça y retourne. Mais grâce à l'intervention humaine aussi. Mais parce qu'on est là pour ça. C'est notre rôle. D'être quoi? Des transformateurs? D'être co-créateurs? Vous diriez quoi, vous? Des organisateurs. On a un rôle, une mission, peut-être à trouver, qui s'appelle l'humanité. Pourquoi pas? J'aime bien ce mot. D'abord parce qu'il est universel, et puis il est. Et vous, Alexis Grus, qu'est-ce que vous apportez alors de particulier par votre vie sur la piste? L'exemple, peut-être. Exemple de quoi? De l'effort, de l'unité, de la solidarité, de la générosité. La première fois qu'on est debout sur un cheval, à 7, 8, 9 ans, c'est là où j'ai commencé en spectacle, à l'âge de 8 ans. On salue le public, mais on est dans un rond de 13 mètres, vous rappelez-vous, qui n'a que 250 ans du reste, il n'est pas vieux. Et le cheval tourne, on est debout, avec une longe de sécurité, et on est là, tiens-toi droit. Tenir debout sur un cheval, c'est de l'aplomb. On ne parle jamais d'équilibre, on parle toujours d'aplomb. Et mon oncle qui est à la longe et à la chambrière, qui fait galoper le cheval, hop, allez, salut le public. Alors, salut le public. Non, pas comme ça, mon fils. Tourne-toi vers le public et tu allonges le bras en regardant le public avec le regard au-dessus de l'épaule et tu te dis, c'est pour vous que je fais ça. Je trouve cette démonstration parfaite parce que l'artiste, l'art, je le dis dans le spectacle tous les jours, c'est le travail effacé par le travail.
On doit donner l'impression que c'est sans effort, alors que derrière, il y a tellement d'efforts. Ouais. C'est sans effort, avec des années de boulot. Mais c'est pas sans effort, ça, on le devine bien, quand on vous voit sauter comme ça sur un cheval. Mais c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire. Ouais. Pour les uns comme pour les autres. Attendez, c'est intéressant, ça me touche ce que vous dites là, parce que c'est pour vous que je fais ça. C'est pas pour que vous m'admiriez et que vous m'applaudissiez, que vous disiez qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est beau. Ça, c'est la différence entre l'éducation et la séduction. Mais il n'y a pas une part de séduction, allez, sincèrement. Obligatoirement. Quand, je sais pas moi, obligatoirement. Une jeune femme est sur son fil de fer, en train de danser gracieusement comme la vôtre. C'est pour ça que je prends cet exemple et ça vous a séduit. Ça vous a séduit, ça. Il y a bien une part de séduction aussi, non? Oui, mais là, on frôle la réponse à l'amour. Car l'amour, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, c'est un mot qui a été vulgarisé, qui a été massacré, qui est le plus beau mot qui puisse exister, parce que c'est aimer. Et on ne peut pas aimer sans amour, on ne peut pas avoir d'amour sans aimer, c'est impossible. Donc, vous êtes là, et à un moment donné, il y a quelque chose qui... Je fais allusion au dessin animé de Tex Avery, quand j'ai vu Gypsy pour la première fois sur un fil, sans savoir qui c'était. J'ai eu une émotion d'adolescence, un peu comme la première fois que j'ai tiré le rideau de la fenêtre de ma caravane pour voir la mer. Là, j'ai vu la mère de mes enfants. Mais ça a été une révélation. Là, ça a été une révélation, c'était en 1962 quand même. Il faut et vous êtes toujours avec elle. Hein. et ça, c'est... Parce que quand on a mérité quelque chose, on dit toujours, là aujourd'hui, ça va un petit peu mieux qu'il y a quelques mois, voire quelques années, avec Charlie Hebdo, le Bataclan, les Gilets jaunes, la retraite, les stations-service, et là ça recommence avec les grèves, avec ci, avec là, avec l'autre. On est dans un moment de... Et là ça va mieux pour ma famille, pour les affaires, pour tout. Et oui, mais vous le méritez bien. C'est pas ça le mérite. Le mérite, c'est d'exister et de continuer. Parce que, je vais pas vous expliquer, le chemin de croix, vous le savez comme moi, c'est dans ce domaine-là que l'humanité doit se faire. C'est-à-dire, attendez, c'est pas clair pour tout le monde ça, c'est dans le chemin de croix que l'humanité doit se faire. Parce que la vie, c'est un chemin de croix. Parce que c'est les moments difficiles qui vous font. Il y a ceux qui se disent, qu'est-ce qui va bien pouvoir nous arriver? Puis il y a qui se disent, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Moi, je fais partie de la deuxième partie. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je vais pas courber les chines en disant ça va me tomber dessus. Non, non. En fait, c'est l'école de l'effort. L'école de la vie. Moi, l'école de la vie, c'est l'école de l'effort. La vie. Vous savez bien qu'elle n'est pas facile. Et que quand je suis là, dans cet endroit, dans cette bibliothèque absolument incroyable, j'ai mon petit cerveau qui essaye de comprendre tout. Et bien sûr que j'ai frôle à peine ça, mais ça existe. Et si ça n'avait pas été fait, par d'autres qui sont venus avant nous et qui ont dans le livre fait beaucoup d'efforts pour écrire tous ces livres. Vie, Kalman Levy me demande de faire un petit mot manuscrit parce qu'il n'y a pas de préface, il y a juste un petit mot manuscrit qu'ils m'ont demandé d'écrire, et je dis sur ce petit mot, celui qui maîtrise le geste, s'il ne le transmet pas au moment même où il est en mesure de l'exécuter, ce geste est perdu à jamais. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, parce que entre le cerveau et la main permet de manifester la pensée sur la terre. Sans la main, il n'y a rien. Regardez ce que vous êtes en train de faire, de vous poser le doigt ici. C'est pour mieux réfléchir et vous écouter. Pour mieux réfléchir, vous voyez, parce que c'est le contact, qui se développe l'un et l'autre et l'un. Et ça, c'est infini, c'est comme un tour de piste. Alexis Grus, nous poursuivons cet échange sur votre vie. Alors je le dis là, dans le monde du cirque. Et ce mot cirque, vous l'écrivez dans votre dictionnaire sur votre vie, à la lettre C, mot de cirque, et vous dites « Voici le mot que je ne peux éviter et que je me refuse à employer aujourd'hui. Le terme est devenu péjoratif et il n'y a pas de fumée sans feu. » 3 petits points. Alors pourquoi aujourd'hui, Alexis Grus, quand j'ai fait l'essai autour de moi de dire « Ah tiens, je vais interviewer Alexis Grus », tout le monde m'a dit « Ah oui, le cirque Grus », tout le monde.
tout le monde, pas une personne n'a pas utilisé le mot cirque associé à votre nom. Et vous, vous dites, voici le mot que je ne peux éviter, que je me refuse à employer aujourd'hui. Pourquoi avez-vous ce rapport apparemment pas simple avec le mot cirque aujourd'hui? Alors, vous mettez dans la balance, alors c'est formidable parce que je vous dis un mot qui revient au fléau, qui revient à l'équilibre, qui revient à l'aplomb, et d'un côté, vous avez votre famille, et de l'autre côté, vous avez ce mot, cirque. Comme je l'ai fait il y a quelques années avec mon éléphant, et quand j'ai mis dans la balance l'éléphant d'un côté et ma famille de l'autre, j'ai choisi, parce que l'éléphant est beaucoup plus lourd que ma famille. Ça veut dire que l'éléphant mettait ma famille en danger. C'est pour ça que vous avez arrêté en 2001 de présenter des éléphants. Le mot cirque n'a plus aucun rapport avec la réalité de la piste. Pourtant, vous l'avez défendu, Alexis Grus. Si un homme qui s'est battu pour faire reconnaître le cirque comme une expression culturelle, artistique, avec Jack Lang par exemple, vous avez passé des jours, Sylvia Montfort, la bonne fée de la famille, hein, et Robert Ménard de Béziers. Vous avez fait... Ça, c'est mes trois mains tendues qui m'ont été tendues à une période de ma vie où j'avais vraiment besoin de cette main. Ouais. Mais c'est plus que ça, c'était une reconnaissance du monde du cirque dans le monde de la culture. Oui. Et vous êtes battu dans les années 70, 80... C'est Sylvia Montfort et moi qui se sont battus pour faire reconnaître le cirque dans la culture. Oui. Quitter le ministère de l'Agriculture pour entrer à la culture, avouez quand même que c'est une belle performance. Oui. Et vous l'avez fait, vous avez réussi. Alors je reviens à ma question, pourquoi aujourd'hui êtes-vous mal à l'aise avec ce mot cirque alors que vous l'avez défendu si ardemment pendant des années? Je vais vous faire une comparaison un peu bête. C'est parce que... Moi, quand je vais chez Guy Savoie ou Pierre Gagnère, qui sont mes amis, cuisinier, je vais pas au restaurant. Je vais chez Pierre Gagnère ou je vais chez Guy Savoie. Quand j'allais chez Bocuse à Lyon, j'allais pas au restaurant. J'allais chez Bocuse. Et je pense que vous venez de dire, et la personne chez qui j'étais juste avant de venir chez vous pour faire cette émission, le petit bar à côté qui s'appelle Les Mouettes, ils m'ont dit, ça existe encore, le cirque, vous n'avez pas été interdit avec les chevaux. Imaginez jusqu'où on va avec ce monde d'animalistes, ce monde qui veulent tout changer, tout s'accaparer, tout décapiter. On fait partie de ce monde-là. Donc vous êtes un peu comme pour la tauromachie, vous êtes aujourd'hui mal vu parce qu'on vous associe au mauvais traitement des animaux. On n'a pas les mêmes méthodes quand même. Non, bien sûr, je ne veux pas mettre la tauromachie au même niveau que le cirque. Mais n'empêche qu'il y a des critiques de tous ceux qui défendent la cause animale aujourd'hui et qui vous accusent de maltraitance des animaux. Oui, et c'est pas seulement français, hein. C'est international. Vous avez énormément de cirques dans le monde qui ont fermé leurs portes. Il y en a qui ressort un petit peu en ce moment, c'est le Cirque du Soleil, qui est une institution énorme, colossale, et puis mais les cirques comme Ringling, Bruce Barnum et Bailey aux États-Unis avec leurs 3 pistes et leurs 2 scènes, ça a disparu. Donc, oui, mais alors justement, il y a un paradoxe dans le monde du cirque, Alexis Grus, aujourd'hui, je trouve, vu de l'extérieur en tant que journaliste, c'est que j'ai l'impression d'assister à, je ne veux pas dire un renouveau, mais une transformation du monde du cirque. Il y a beaucoup de cirques, petits cirques qui sont créés aujourd'hui, de nouveaux cirques. Et puis, je continue mon idée voilà, pour que les auditeurs comprennent bien. Donc, il y a aujourd'hui un renouveau, une transformation du monde du cirque. Et puis, il y a une forme, on va dire, ancienne, classique, des grands cirques comme on les a connus, qui est en train de disparaître. Oui. Vous n'êtes pas d'accord avec cette analyse ? Moi, je trouve que Bocuse, Gagnère et Guy Savoie, je ne prends que ces 3-là, et j'en connais d'autres, Pic, etc., ont les mêmes problèmes que nous, parce qu'en face d'eux, vous avez ce monde-là qui est en train de se faire de McDo. Ils nourrissent les deux, mais c'est pas la même cuisine. Donc vous voulez dire qu'il y a des cirques cheap, bon marché, et pas et qu'il y a les 3 étoiles du monde de la piste. Oui. C'est un peu ça que vous voulez dire. Oui, c'est un peu ça. Et ce que vous êtes en train de décrire, et ce qui est en train de refleurir aujourd'hui, c'est tout simplement du théâtre acrobatique. Et là, on fait confusion
entre la piste de 13 mètres de diamètre qui existe que depuis 250 ans, et juste avant la une Révolution dimension française, sacrée, hein, juste je l'ai avant, bien compris. importé par les Anglais, c'est eux qui ont inventé, qui n'était pas un lieu de spectacle, qui était un lieu de démonstration pour les militaires, parce qu'à l'époque, il n'y avait que des chevaux sur un champ de bataille. Quand on avait appris à retrouver son équilibre naturel sur un centre de 13 mètres de diamètre, on développait... Okay, mais restons sur le cirque d'aujourd'hui, Alexis Grus, qu'on comprenne bien ce qui se passe dans le monde du cirque. Ce qui se passe dans le cirque, c'est un peu ce qui se passe partout. Avec la nourriture, il y a des gens aujourd'hui qui ne mangent pas de viande, c'est leur choix. Il y a des gens, mais moi, j'empêche pas les gens de ne pas manger de viande. Moi, j'empêche pas les gens de ne pas venir au cirque. Mais eux, ils veulent tout interdire. Ça, c'est une génération de gens instruits, certains intelligents, qui sont hyper dangereux. Car une société de gens instruits et intelligents et mal éduqués sont des gens dangereux. Vous vous sentez menacé par ces gens qui disent les animaux comme les tigres, les lions n'ont pas de place dans un cirque parce que ce n'est pas leur place doit être dans la nature. Non. Vous ne l'accueillez pas, cette phrase-là? Ben non. Non. Pour vous... Comme je ne peux pas être contre des enfants qui vont à l'école et qu'on assoit sur un banc jusqu'à l'âge de 25 ans. Je ne suis pas contre ça. Pour vous, vous mettez ça en parallèle? Parce que je suis contre les interdictions, je suis pour l'éducation. Je suis contre les lois, je suis pour l'éducation. Mais aujourd'hui, il y a des lions dans votre bien sûr que non. Mais il y a plus. Vous avez plus que des chevaux. Depuis très longtemps. Oui. D'abord, quand j'ai pris la suite de la séparation de mon père et de mon oncle, je me suis toujours axé sur les chevaux. Parce que c'est ma passion, c'est ce que j'aime. Mais vous aviez des éléphants. On va prendre l'exemple des éléphants. Vous les aimiez, vos éléphants? Oui. Vous aviez combien d'éléphants, là, de 5 tonnes J'en ai eu jusqu'à 11 dans la piste. 11, voilà. Regardez, je vois les coups de sourire, vous les aimiez, vos éléphants. C'était une école formidable. Vous avez passé beaucoup de temps avec eux, vous les avez éduqués, vos éléphants. Oui. Et puis en 2001, vous avez arrêté. Oui. Ça, vous avez arrêté sous la pression de ces... J'aime pas le mot pression. C'était pas une pression qui C'est une décision. C'est un choix. Vous avez pris cette décision, mais volontairement, librement, sincèrement, ou sous pression? De ce dont vous parliez tout à l'heure, que vous décriviez, ces gens intelligents. L'espèce qui survivra n'est pas la plus puissante, mais celle qui s'adaptera le mieux au changement. Il faut s'adapter au changement. Et les idées, pour moi, en tous les cas, ne se combattent que par une autre idée. N'allez pas contre une idée, vous perdez du temps. Allez trouver une autre idée. Inventez. Créer, c'est ce qu'il nous a dit. J'ai tout mis à votre disposition, servez-vous. Je reviens à l'histoire du cheval, qui est à l'origine la première espèce qui a été sauvée par l'homme, car c'était l'espèce la plus vulnérable à l'époque, sur cette planète qui devait être redoutable, parce que la nature, c'est la force. C'est pour ça qu'elle est belle, la nature. Elle est parfaite, la nature, mais elle n'est pas intelligente. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la nature est instinctive. L'homme, l'humain, est la seule espèce sur cette planète qui a eu ce don. Je dis le mot ici parce que je peux le dire avec beaucoup de fierté. C'est Dieu qui nous a créés pour ça. Du reste, je le dis tout à l'heure, nous sommes que des créatures. Mais beaucoup vous disent qu'aujourd'hui, ce don a mal été utilisé par l'homme et s'ensuit la destruction de l'écosystème dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et donc, l'homme a mal utilisé son don. Certains, une minorité, parce que le système, depuis cette décision de notre pays, on entre dans un domaine, mais qui revient quand même à la situation d'aujourd'hui. Il faut savoir que la situation de la Russie et de l'Ukraine, la situation de notre pays aujourd'hui, elle date de 1945, toute récente. Pourquoi? Parce que les premiers qui ont déclaré la guerre à l'Allemagne, ce sont les Français. Non mais, attendez, excusez-moi Alexis, parce que... Oui, mais ça vient avec l'éducation. Moi, je préfère rester avec vous sur le domaine que vous connaissez bien, qui est celui de la piste et du cirque. Et j'aimerais, grâce à vous, bien comprendre. Aujourd'hui, il y a effectivement des voix qui s'élèvent pour dire il faut interdire la présentation d'animaux dits sauvages dans les cirques. Mais on est tous sauvages au départ.
Vous, quelle est votre position? Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison? Est-ce que vous pensez que, en fait, non, il faut accepter que des hommes aujourd'hui dressent des lions, des tigres et les présentent dans des cirques? C'est la même question avec les zoos. Faut-il interdire l'enfermement de ces animaux sauvages dans les zoos ou faut-il les laisser uniquement en liberté? Ou qu'est-ce que vous en pensez? Moi, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Alors, pour moi, entre les deux, il n'y a pas de place. La place, elle se fait par la réflexion. Et à un moment donné, vous êtes obligé de dire oui ou non. Oui, c'est la nature. Non, c'est l'éducation. Alors, sur cette question précise que je vous ai posée, vous dites quoi? Oui, interdisons la présentation des lions et des tigres dans les cirques, ou non, laissons chacun... Je viens de vous donner la réponse. C'est non. Il ne faut pas interdire. Parce que l'éducation, c'est ce qui fait que je suis en face de vous et qu'on peut échanger et qu'on peut retransmettre aux autres. Il y a certainement des auditeurs qui vont nous entendre parler et qu'est-ce que ça va faire? Ça va certainement faire réfléchir. Je citerai un écuyer qui s'appelait François Baucher et qui a dit au Comte d'Or. Et il faut que je vous fasse cette citation parce que tout ça, c'est Georges Sand qui écrivait dans la presse sous les ordres du Comte d'Or, qui était le premier écuyer du cadre noir de Saumur, et en face de lui, il y avait François Baucher, qui était un écuyer, où direz-vous, de cirque, moi je dirais de piste, sur les Champs-Élysées, et il dépeuplait parce que les gens venaient voir les performances qui venaient avec ses chevaux, parce qu'il leur avait éduqué des choses que les autres ne savaient pas faire. Et le Comte d'Or dit dans la presse que ce saltimbanque ravale son titre d'écuyer car c'est à se donner en spectacle dans sa sphère obscure, il dévalorise l'équitation française. Baucher lui répond, Monsieur le comte, vous qui souhaitez que je ravale mon titre d'écuyer parce que je me donne en spectacle, je vous rappelle quand même que Molière et Shakespeare avaient eux aussi la bassesse de jouer leurs pièces en public. Et qu'en imitant ces deux génies, dans ma sphère obscure, comme vous l'appelez, je ne fais que répondre à leur voix, qui me criait sans cesse, élevez votre intelligence sur la ruine des préjugés. Je trouve cette citation magnifique, parce que le préjugé, c'est un obstacle redoutable sur l'éveil de l'intelligence, sur l'éveil de la réflexion, sur l'éveil de tout. Visage, Thierry Lyonnais. Alexis Grüss, j'aimerais qu'on parle de la famille maintenant. Parce que la famille, on le voit bien chez les Grüss, on le voit bien dans votre livre, tient une place incroyable. Vous êtes entouré par vos 3 enfants, vos gendres, vos belles-filles, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur la place que tient la famille dans votre vie? Vous qui êtes le patriarche maintenant, vous voyez ça? Pourquoi elle est aussi importante chez vous, la famille? Parce que c'est tout. Mais la famille, il faut savoir qu'avant tout, il y en a des familles. Il y a celle d'Al Capone, il y a celle des Grüss, c'est pas les mêmes. Ça fonctionne pas sur le même principe. La famille, pour moi, c'est un état d'esprit, avant tout. La famille, c'est pas une question de sang ou de quoi que ce soit. C'est vraiment un état d'esprit. D'abord, j'aime bien le mot état d'esprit. Ouais, qu'est-ce que vous voulez dire par là, un état d'esprit? Je veux dire que c'est une éducation. C'est un style. C'est l'exemple. Alors, dans la famille, obligatoirement, il n'y a jamais de comptabilité. Là, je pense que la comptabilité, et c'est pas seulement celle de l'argent, c'est celle de celui qui en fait plus, celui qui en fait moins, celui qui tire un peu d'un côté, qui tire un peu de l'autre. Vous voyez, on compte pas et on compare pas. Non, si vous commencez à compter, la famille n'existe pas. Et puis, la première chose, c'est le partage. De partager. De partager l'effort, de partager la peine, de partager les plaisirs, de partager les applaudissements, de partager. Là, à la fin des spectacles, c'était le cas dimanche dernier, vous aviez 3000 personnes debout à nous applaudir et 3 générations sur la piste. Qu'est-ce que vous voulez de plus beau? Il y a une forme de communion, là, non? Dans des moments comme ça.
quand vous êtes là, sur la piste, tous ensemble. Mais c'est d'une fragilité, et ça je le sais, c'est d'une fragilité extrême. Rien. Par exemple, vous parliez des gendres et des belles-filles. Oui, mais alors vous avez des pièces rapportées. Non, chez nous, il n'y a jamais eu de pièces rapportées. Il n'y a eu que des valeurs ajoutées. On a eu quelques problèmes dans la famille d'une de mes belles-filles qui a quitté la famille et tout ça. Vous êtes comme les autres, en fait. Vous êtes comme les familles qui ont leurs difficultés. Je ne peux pas lui en vouloir. Elle m'a fait 4 petits-enfants. Extraordinaires. Charles, Alexandre, Louis et Joseph. Qu'est-ce que vous voulez que j'ai de plus beau que cette dame qu'à un moment donné choisit de quitter? La seule chose où je pourrais lui en vouloir, c'est la peine qu'elle a fait à mon fils, c'est la peine qu'elle a fait à ma famille, c'est la peine qu'elle me fait encore aujourd'hui d'avoir quitté le navire. C'est tout. Mais quel remerciement, quel plus beau remerciement. Pour moi, ça a toujours... Elle a été, et elle est encore aujourd'hui, considérée comme une valeur ajoutée, non pas comme une pièce rapportée. Et c'est pas trop dur, Alexis Grus, d'être tout le temps ensemble? Parce que vous, là, vos caravanes sont les unes à côté des autres, vous êtes tout le temps ensemble, vous travaillez ensemble, vous vivez ensemble, vous faites tout ensemble. C'est pas trop... la philosophie de ma mère qui me disait, quand je me suis marié, tout au début, elle me donnait des cours comme ça, mais très rapides. Nous, on n'a jamais eu d'heure de rendez-vous. Les rendez-vous, ça se fait dans les écuries, ça se fait quand on se croise, bonjour, comment ça. La première chose, ça c'est une règle chez nous, c'est bonjour. Là, ça commence par bonjour et bonsoir, mais le bonjour est fondamental. Et ma mère me disait, mon fils, une famille, c'est chacun chez soi, tous ensemble. Et je n'ai jamais mis le nez dans les affaires de mes enfants. Mon père et ma mère ne mettaient pas le nez dans nos familles. S'il y avait des problèmes, que ce soit de l'un ou de l'autre, quand on allait y trouver, retourne chez toi. Donc vous êtes ensemble sur la piste, mais vous n'êtes pas ensemble dans les caravanes? Non. Chacun sa caravane, chacun son chez soi. Oui. Mais par contre, ensemble sur la piste. Ça, c'est le respect de chacun. Tout simplement le respect des différences. Je parlais avec ce chauffeur de taxi adorable qui m'a amené jusqu'à chez vous. Et on parlait, il me disait, je suis anti-mondialiste. Ben, il dit, ça tombe bien, moi aussi. Parce que je pense que l'Europe, c'est formidable. Et ils ont raté quelque chose. C'est que l'Europe, c'est chacun chez soi. Tous ensemble. Alors maintenant, il y en a certains qui veulent être chez eux, mais qui ne veulent pas se mettre tous ensemble. Et ça ne peut pas marcher. Et la famille, c'est pareil. Alexis Grus, quels sont vos rêves là pour l'avenir ? Parce qu'on le voit bien, le monde de la piste n'est pas un monde facile. La vie non plus. La vie non plus. Alors, quels sont vos rêves là pour l'avenir ? Vous en avez encore, vous, là, le patriarche de la famille Grus ? Mon rêve, c'est le présent. Ça, c'est de Victor Hugo. Mon rêve, l'étude du passé. Donc, ça, c'est de moi, et je vous donne le début. Qui est-ce qui m'a influencé ? Victor Hugo dit que l'étude du passé et la curiosité du présent donne l'intelligence de l'avenir. Et moi, je résume. Parce qu'il ne peut pas y avoir de présent sans le passé. Mais l'avenir, c'est le présent. L'avenir, c'est le présent. C'est le moment que je partage avec vous à l'instant même. Est-ce que vous savez ce qui va nous arriver quand on va sortir d'ici ? Personne ne le sait. C'est une idée. On peut. Alors, aujourd'hui, on veut anticiper sur des siècles d'avance. Profitons de ce moment et partageons-le avec nos auditeurs. Et qu'est-ce qui vous aura rendu le plus heureux ? Parce que là, les auditeurs voient pas votre visage. Moi, je le vois. Oui. Il y a une sorte de joie dans vos yeux, dans votre regard. Même si vous êtes passé, comme tout le monde, par des grosses difficultés. On l'a pas évoqué. Vous avez perdu un fils à l'âge de 20 ans. Vous n'avez pas été épargné par la vie non plus. Et pourtant, je le vois dans vos yeux. Il y a une lumière pétillante. Là. Qu'est-ce qui vous aura rendu et qu'est-ce qui vous rend le plus heureux ? Qu'est-ce que vous pouvez trouver de mieux ? Je sors de ma caravane pour venir chez vous. Je passe par les écuries. Il y a plus de 50 chevaux sur la droite. À gauche, il y a une piste de répétition avec ma fille, avec des étalons. Des étalons, des chevaux entiers, noirs. La plupart sont espagnols, les autres sont hollandais, sont des frisons. Dans la piste un peu plus loin, il y a mon gendre qui jongle avec ses massues. Dans la piste du spectacle, il y a mon fils Stéphane avec ses pur sang arabes. Il y a mes 2 petits-enfants qui sont là à la barrière pour aider leur père. Et j'arrive dans le bureau,
tout mon monde là à porter. Et quand je sors du cirque, en face de moi, j'ai la Tour Eiffel. Qu'est-ce que vous voulez de plus beau? Et là, c'est que de l'amour, que de la beauté. C'est ensemble qu'on fait tout ça et qu'on partage tout ça. Je suis heureux comme un roi. Eh bien, merci beaucoup, Alexis Grus. J'ai été heureux. Peut-être pas comme un roi, mais j'ai été vraiment heureux de vous rencontrer, Alexis Grus, de rencontrer le philosophe qui est chez vous. C'est bien, vous m'avez fait découvrir cet aspect de vous, cet homme qui aime les mots, qui aime le sens de la vie. Merci de cette rencontre, Alexis Grus. Je vais terminer juste avec une petite citation de ma mère, après la tempête de décembre 99. Et ma mère avait eu un petit problème de mémoire, et elle me fait sortir un bout de papier qui était dans son portefeuille, qu'elle me tend, et elle me dit, lis-le, et je lis sur le petit bout de papier écrit la main de ma mère, si tu cueilles une fleur sur la terre, tu déranges les étoiles. Merci beaucoup, Alexis Grus. Je renvoie à votre dictionnaire de ma vie que vous publiez chez Calman Lévy, puis bien sûr, les Folies Grus, c'est toujours possible de les voir à Paris actuellement. Porte de Passy. Porte de Passy. Merci, Alexis Grus. Merci à vous. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laurence Bocard, réalisation technique Philippe Faure.